effectivement, la distanciation est très, très respectée. Par contre, ce que je note ici, différemment par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est la solidarité que les uns et les autres peuvent avoir. En parlant tout à l'heure de la Côte d'Ivoire, vous verrez qu'effectivement, il y a une mobilisation générale de solidarité, de soutien. Ici, aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Chacun est chez soi. Moi, je suis confiné chez moi. Et également, les autres sont confinés chez eux. Donc, il n'y a pas cette solidarité-là. Sinon, le problème est vraiment mondial. Ici, c'est un problème non seulement de santé, mais également économique. Je vois que beaucoup de gouverneurs sont sous pression pour qu'on reprenne le travail parce qu'effectivement, l'impact économique commence à se faire sentir. Le taux de chômage augmente vraiment de façon importante. Et là aussi, que ce soit l'État fédéral et les États, il y a un problème d'économie qu'il faudra donc résoudre. Alors, pour revenir à la Côte d'Ivoire, nous avons connu notre premier cas de coronavirus le 11 mars 2020. Et très rapidement, le Conseil national de sécurité, présidé par le président de la République, a pris des mesures très fortes qui ont consisté effectivement à mettre 13 mesures fortes qui ont permis, à mon sens, à mon avis, de contrôler un peu, si vous voulez, la situation. Et parmi ces mesures fortes, il y a donc l'isolement de la ville d'Abidjan. L'intérieur du pays était coupé de la ville d'Abidjan. Cette mesure aujourd'hui, tout le monde reconnaît que ça a un impact, ça permet à l'intérieur de la ville d'Abidjan, à l'intérieur du pays, de ne pas être affecté. Même les rares cas qu'on a pu constater ont été maîtrisés rapidement. Au-delà donc de ça, il y a eu des mesures très fortes pour accompagner le secteur de la santé. Donc, le président de la République a donc mis en place un plan de riposte de 95 milliards neufs qui a été mobilisé très rapidement avec la contribution des bailleurs de fonds qui ont permis donc je dirais, d'accompagner le processus. Et en plus de ça, c'est que il y a eu une étude, une évaluation économique de l'impact et selon deux hypothèses de travail, une hypothèse basse et une hypothèse haute, et toutes les hypothèses ont conclu que ça va avoir un impact à court terme sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Donc, le taux de croissance de la Côte d'Ivoire va diminuer sensiblement, pratiquement de moitié, contre les 4,9% que nous avons projeté en 2020. Mais nous pensons que la crise, une fois maîtrisée très rapidement, la Côte d'Ivoire va pouvoir retrouver cela. Donc, on le souhaite tous, bien évidemment. Oui, on l'espère tous. Et là, c'est vrai que la Côte d'Ivoire aussi, il faut le souligner, a mis en place un certain nombre de fonds pour accompagner le secteur, si tu veux, les entreprises, que ce soit les PME, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit le secteur informel, puisque vous savez, c'est quand même un secteur très important dans l'économie de nos pays. Il y a donc un fonds qui a été dédié au secteur informel et bien entendu le secteur de l'agriculture, puisque vous savez bien que notre économie est basée sur l'agriculture. Il y a le président de la République a donc mis un certain nombre de fonds pour accompagner, si vous voulez, le secteur pour pouvoir sauvegarder l'outil de production, puisque nous pensons que la reprise économique, après donc cette crise-là, la Côte d'Ivoire doit pouvoir retrouver la croissance, la dynamique qu'elle a connue depuis ces 9 dernières années. Merci, docteur, de cette première impression, situation vue de la Côte d'Ivoire sur cet isolement d'Abidjan qui a permis de contrôler la pandémie, des impacts qui ont été, du moins du financement qui a été porté par le gouvernement sur les aspects santé et ce rappel
dans les priorités du soutien à l'agriculture. J'ai envie de me tourner vers Mehdi, qui est lui à Casablanca. Est-ce que vous pouvez nous faire, Mehdi, un petit point d'actualité sur la situation de la pandémie au Maroc? Je crois qu'il y a eu un prolongement de 3 semaines du confinement qui a été décidé ces jours-ci et la façon dont vous voyez la sortie de crise, sachant que le Maroc, lui, son économie est très tournée, bien évidemment, autour du tourisme. Donc, j'imagine que la réouverture du ciel sera très, très attendue, puisque j'ai de mémoire, 20% de l'économie du Maroc passe par le tourisme, même si une autre grande partie passe par l'agriculture. Comment voyez-vous les choses et où en est la situation aujourd'hui au Maroc? Merci Marc, merci à vous tous de nous offrir l'opportunité de nous exprimer aujourd'hui. Les éléments entre la situation sanitaire est stable, mais comme elle n'était pas considérée comme totalement rassurante, et notamment compte tenu d'un certain nombre de foyers de contamination qui ont été constatés dans un certain nombre d'unités industrielles, la décision a été prise de rallonger donc l'état d'urgence sanitaire et le confinement jusqu'au 10 juin. La volonté néanmoins est de faire une reprise progressive de l'activité. Donc la réalité du message est de réduire un petit peu on va dire le niveau on va dire d'inquiétude globale ou sociale généralisée et d'encourager à une reprise progressive de l'activité. On est aujourd'hui en termes de bilan à près de 7185 cas de contamination et 196 décès pour un peu plus de 100 000 tests, ce qui donne un petit peu une idée. Donc, on n'est pas dans une situation, on va dire, de débordement majeur de notre appareil de soins ou appareil de santé qui a été renforcé de manière extrêmement rapide et efficace dès les premiers jours, on va dire, de la pandémie, mais on n'est pas encore à ce stade-là. Néanmoins, l'une des raisons aussi, c'est que compte tenu de la fin du Ramadan qui se profile ce week-end et ce dimanche ou lundi, il était considéré que les rapprochements familiaux n'étaient pas opportuns, on va dire, à cette fin de confinement. Donc, la prudence a prévalu. Sur le plan économique, je dirais un certain nombre de dispositifs et dispositions, tant pour, on va dire, subventionner une partie des actifs de l'informel que naturellement des actifs, qu'un certain nombre de populations actives du formel ont été mises en place, un certain nombre d'outils de financement et de garanties d'aman oxygène, pour le nommer, ont été mis en place pour soutenir un certain nombre de PME qui peuvent avoir des sujets de trésorerie. Donc, on a une réponse aujourd'hui, dans une réponse immédiate à la crise qui a été, de mon point de vue, à la hauteur. On a eu un fonds de plus de 3 milliards d'euros à travers des dons qui ont été abondés par un certain nombre d'acteurs du secteur privé et du secteur public qui ont permis effectivement d'amortir le choc. Donc, on va naturellement, on va dire, aujourd'hui, on est en train de sortir, on va dire, un peu renforcé en termes de solidarité, comme le citait Dr Selloué, on va dire, grandi par cette épreuve et par cette capacité à se mobiliser et à réagir. Néanmoins, les challenges que vous citiez, Marc, sur le plan économique, alors je ferai une correction sur la contribution du secteur du tourisme, qui hélas n'est plus depuis bien longtemps dans les 20%, elle est difficilement au niveau des 5-6% du PIB et néanmoins, on va dire, elle est extrêmement pénalisée et bien que le ciel se rouvre, je reste relativement pessimiste sur la capacité finalement à retrouver des niveaux d'occupation dans l'infrastructure hôtelière qui soient au niveau. La réalité du tissu national, c'est les principaux, on va dire, secteurs qui ont été impactés, c'est l'industrie automobile qui a vu ses exportations reculer de près de 96% en avril et moins 86% en mars, l'industrie aéronautique, on a le matériel électronique qui a subi un très grand choc également, le textile et en fait, il n'y a que les exportations de phosphates et dérivés qui, elles, ont enregistré une hausse. Ce qui vous traduit un petit peu l'ampleur et la magnitude effectivement de la crise que traversent énormément de secteurs. Et que, pour vous donner un petit peu une idée, donc je vais citer nos confrères de CFG qui ont prévu une contraction du PIB entre 3 et 6,5%. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette pandémie s'est rajoutée et on est un pays, et vous l'avez cité un peu plus tôt, on va dire à exposition agricole ou agro-industrielle un peu forte, mais une sécheresse qui existait un petit peu avant. Donc, on n'était encore pas sur une saison extrêmement forte sur le plan agricole. Donc, on devrait avoir donc, une contraction du PIB, si vous me souhaitez mon avis, qui va être extrêmement négative et pour moi qui va aller au-delà des 6%. Et on a en plus, donc de manière corrélative, une baisse des recettes ordinaires de l'État qui devrait baisser de 22%, voire plus. Donc, c'est-à-dire qu'on avait un déficit budgétaire programmé qu'on va plus que doubler. Et ça, c'est extrêmement important. Et que dans un souci, ce sera probablement l'une des questions du débat, de savoir comment sera financé ce déficit et comment vivront finalement l'urgence des projets d'infrastructure à l'aune de ces contraintes financières. On va l'aborder parce qu'effectivement, l'endettement, certes, mais naturellement, les capacités d'endettement ne sont pas infinies.
les PP probablement pour une partie de la réponse, mais d'autres réflexions, notamment sur les outils de financement spécifiques que pourrait mettre en place le FMI ou d'autres institutions de financement multilatérales, ou le recours relativement modéré, non sans risque à l'inflation, en tout cas, on va dire à l'expansion monétaire, ce feront partie effectivement des sujets qu'il faudra traiter. Mais merci Mehdi, j'ai noté quelque chose de très intéressant, mais je crois que c'est le cas dans tous les pays du monde, que vous vous sentez grandi par cette épreuve au titre de la solidarité. Et c'est très clair qu'aujourd'hui, personne ne pouvait imaginer cela, que finalement les métiers oubliés comme les éboueurs, comme les infirmières, deviennent en tout cas en France et en Europe sur le haut de la scène comme des héros. Et nous voyons bien qu'il y a aujourd'hui, on va devoir repenser le monde d'après. La question qui se pose au titre de toutes les aides qui ont été apportées par les gouvernements pour soutenir l'économie, parce qu'il n'y a pas le choix, et donc un endettement, que ce soit en France ou sur le continent africain, qui a lieu ces jours-ci, c'est est-ce que demain on va faire des grands plans de relance aussi, ça sera la question qu'on se posera tout à l'heure, sur les infrastructures, pour créer des emplois, parce que sinon la dette peut se creuser tout simplement pour payer des chômeurs, et ça sera ça la grande équilibre à trouver pour les années à venir. Ibou Diouf, très heureux de ta présence aujourd'hui en tant qu'expert. Tu es confiné à Dakar. Quelle est la situation aujourd'hui au Sénégal face à la pandémie? Merci beaucoup, mon cher Marc, et je voudrais saluer tous les participants et remercier e-conférence pour l'organisation de cette plateforme qui vient à point nommé, parce que c'est vrai que nous sommes en plein dans une crise, mais lorsqu'on vit une crise, la meilleure façon de la dépasser, c'est de commencer à se projeter sur l'avenir. Je pense que dans le cas d'espèce, nous avons tous plus ou moins une bonne compréhension des impacts, et nous avons aussi, je dirais, une relativement bonne compréhension des mécanismes de gestion. Il faut maintenant commencer à se projeter sur l'avenir. Je ferai une petite métaphore en disant que la crise est partie de Chine. Et en chinois, si vous inversez le mot crise, ça devient opportunité. Donc, je pense que c'est important de se dire que derrière chaque crise, si on a le génie qu'il faut, il faut en construire un peu des opportunités et retrouver de nouveaux équilibres qui soient supérieurs. Alors, comme partout ailleurs, cette crise de la COVID-19, puisque l'Académie française a décidé que c'était le féminin, la crise était d'abord sanitaire, mais très rapidement, elle s'est transformée en une crise économique, et ensuite, j'allais dire, elle a impacté le social pour devenir une crise sociale. Grosso modo, on est dans la totale. On a à la fois une crise sanitaire, une crise économique et une crise sociale. Mais peut-être que je vais développer plus tard, mais heureusement pas une crise financière. Et c'est là où je vois un peu la porte de sortie et la fenêtre d'opportunité. Ça sera intéressant de faire sur le fait qu'on soit sur une crise économique et pas une crise financière. Oui, tout à fait. Et on pourra en parler. Je pense qu'en ce qui concerne le Sénégal à proprement parler, c'est vrai que le Sénégal a eu, je dirais, une chance, c'est que du point de vue quand même du leadership dans cette matière spécifique, il y a eu une bonne réaction, une anticipation qui a vraiment bien fonctionné. La première réaction, c'est du point de vue de la protection donc des personnes, la fermeture des frontières très tôt, dès le 18 mars. Ça a permis de contenir un peu, je dirais, l'infection venant de l'extérieur. La deuxième réaction, c'est au niveau politique. Le consensus politique que le président a pu créer autour de la question en déclarant officiellement que c'était une guerre contre un ennemi inconnu et qu'il fallait une mobilisation nationale et un consensus national. Et la troisième, je dirais, le troisième levier, c'est la réponse économique. Le président a tout de suite été très ambitieux en disant « Je mobilise 1000 milliards pour combattre sur tous les fronts ». Et ces 1000 milliards, je ne compte pas seulement sur le budget de l'État.
je vais faire des coupes sombres sur le budget de l'État, notamment au niveau de grandes institutions. Je vais également faire appel à la solidarité internationale et faire appel à la solidarité nationale d'abord et à la solidarité internationale. Et ça a bien fonctionné. Je pense que les 1000 milliards sont bouclés et du coup, il y a une masse monétaire qui aujourd'hui a permis de répondre massivement d'abord à la crise sanitaire en soutenant fortement le tissu des infrastructures sanitaires à tous les niveaux en termes d'équipement, de soins, de médicaments, etc., de logistique, parce qu'on a également en soutenant socialement, je dirais, en mettant en place un filet social très fort. Et ce filet social, il est à la fois institutionnel et individuel. Institutionnel parce qu'il va même dans l'ingénierie pour pouvoir soutenir le secteur informel, ce qui est une innovation majeure parce que jusque-là, on avait toujours tendance à dire on ne peut rien faire pour le secteur informel parce qu'ils ne sont pas organisés. Là, ils ont trouvé les moyens de répondre à cette faiblesse. Deuxièmement, une réponse au niveau individuel en soutenant les familles les plus vulnérables. Là aussi, je pense que ça a permis de faire accepter les mesures de confinement très, très fortes, notamment l'état d'urgence décrété entre 20h et 6h du matin dans un premier temps. Aussi, l'obligation de tous de rester dans les régions où elles étaient déjà. Les déplacements étaient interdits d'un département à un autre. Du coup, ça permettait un peu de contrôler les foyers d'infection et de les contenir. Voilà un peu en termes de mesures. Et naturellement, ça s'est traduit par, je dirais, un impact relativement positif. Jusque-là, le Sénégal est en dessous des 3000 cas, malgré une forte augmentation. Ils sont à un taux de dépistage de plus de 1000 par jour depuis pratiquement un mois. La moitié de ces personnes infectées est déclarée guérie après des soins d'une moyenne de 8 à 10 jours. Et la létalité est relativement très en deçà des moyennes mondiales. On est à 1%. On a 30 décès jusqu'à maintenant. Je touche du bois pour que ça continue. Donc, je dirais que grosso modo, la situation est sous contrôle et cela a débouché sur une déclaration le 11 avril du président qui a assoupli les mesures du plan d'urgence, mais qui a également abouti à j'allais dire, une souplesse, un assouplissement, disons, des foyers de regroupement. Il a autorisé pour les mosquées et les lieux de culte qui le souhaitaient une réouverture, moyennant le respect de la distanciation et des mesures de barrière. Également, autoriser l'ouverture des centres commerciaux avec une périodicité de fermeture pour la désinfection des lieux. Donc, voilà où l'on en est. Par contre, la mobilité interrégionale est encore sous contrôle et n'est pas encore autorisée. Il faut des dérogations spéciales avec des raisons qui sont soit liées à la santé ou liées à des besoins professionnels pour certains corps. Voilà en résumé. Et je pourrais développer tout à l'heure pourquoi je disais que ce n'était pas encore une crise financière. Merci de cette situation. De rappeler, et je crois que de toute façon, on n'aura pas beaucoup le choix, tous dans le monde entier, comme tu l'as dit tout à l'heure, de faire de cette crise une opportunité, parce que sinon, on restera dans la crise pendant longtemps. J'ai noté avec intérêt quelque chose que tu as évoqué, des solutions qui ont été apportées par le Sénégal, notamment sur le secteur informel, puisque le secteur informel sur le continent africain est extrêmement important. Et donc, aujourd'hui, ce type de solution est essentiel. Et l'importance du filet social mise en place très, très rapidement pour le gouvernement. Je prends une première question pour terminer la situation à laquelle je vous demanderai une réponse très rapide, tous les trois, de Mohamed Bastos, que l'on salue et qui est certainement à Casablanca au moment où il nous pose cette question. Y a-t-il un risque d'une pandémie en Afrique ou est-ce que ça va être suffisamment contrôlé? Avez-vous peur que ça aille plus loin? Et c'est important pour les opérateurs. Ce qu'on a pu lire ici en France, et je me suis entretenu avec le président du patronat du Mali, et j'étais très intéressé par son explication. D'abord, il nous a rappelé que l'Europe est très âgée, avec beaucoup de retraités, et cette pandémie touche particulièrement en moyenne les gens qui ont plus de 65, plutôt d'ailleurs une moyenne à 70 ans, alors que l'Afrique
à 60% de jeunes de moins de 20 ans. Et par ailleurs, que semble-t-il, avec le traitement du paludisme, les habitudes de la chloroquine peut-être ont un rôle sur cette prévention. Quel est votre avis rapidement sur une expansion ou non de la pandémie dans l'année qui vient, ou l'espoir qu'elle puisse être stoppée rapidement en 30 secondes chacun? Docteur, le son. Oui, alors, je pense que quand on regardait ce qui se passait dans les pays développés, on avait craint le pire. On se disait qu'arrivé en Afrique, on risque vraiment de ramasser vraiment les cadavres dans la rue. Et malheureusement, les chiffres sont certes, je dirais, encore élevés, mais on s'attendait au pire. Et je suis sûr et certain, compte tenu de l'engagement des gouvernements africains, il y a la possibilité de maîtriser cette pandémie. Parfait. Merci, Mehdi, sur ce sujet. Je tourne rapidement pour revenir ensuite à un risque ou pas d'une pandémie généralisée, ou elle est bien maîtrisée, même si la sortie de crise va être longue? Très franchement, Marc, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Donc, les scientifiques de l'Université Johns Hopkins aux États-Unis soulignent qu'il y a un ralentissement au niveau mondial, comme d'autres pandémies, on va dire, par le passé. Est-ce qu'il y aurait une résurgence, seconde vague post-déconfinement, ou même à l'arrivée de l'automne prochain? C'est très difficile de se prononcer à ce stade. Je dirais juste que moi, si vous me posez mon point de vue, c'est qu'il va falloir qu'on s'habitue probablement et dans l'avenir à des périodes de reconfinement possibles pour pouvoir, entre guillemets, de temps en temps faire face à des saturations des systèmes de santé. Ibou, juste en quelques secondes sur les perspectives d'avenir, restons prudents. Oui, moi je dirais ne baissons pas la garde. Je pense que l'avis des médecins, c'est de dire la situation peut durer et il y aurait un ralentissement pendant l'été, mais la situation pourrait durer plus longtemps, donc ne baissons pas la garde. Alors, revenons maintenant au cœur de ce qui nous réunit aujourd'hui, mais c'était vrai que si on ne dresse pas le décor, on ne sait pas d'où on part. Est-ce que les périodes qui vont arriver post-Covid vont être favorables à une accélération du financement des infrastructures qui manquaient tant sur le continent africain? On disait qu'il manquait pour 100 milliards. Est-ce que ça peut être un accélérateur et une opportunité, ou est-ce qu'il n'y aura plus de moyens du tout pour le faire, au risque de rester totalement coincé par rapport aux besoins d'infrastructures de transport et sociales importantes pour accélérer justement les échanges économiques? Docteur, comment vous voyez les choses, notamment sur le plan national de la Côte d'Ivoire, sachant cependant chez vous qu'il y a une période d'élection présidentielle, donc je pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer d'ici là, mais peut-être une opportunité post-élection d'arriver avec des solutions pour le futur gagnant de cette élection. Merci Marc. Je pense que le cas de la Côte d'Ivoire, comme vous avez constaté, nous sommes dans je dirais, une orientation politique guidée par des plans nationaux de développement. Le dernier en date qui couvre la période 2016-2020 est en cours d'achèvement. C'est vrai que ce programme de développement a un coût estimé à 30 000 milliards. Les dernières évaluations qu'on a faites, c'est que l'objectif est pratiquement atteint. Les derniers grands projets sont en cours actuellement, qui sont déjà financés. Donc, il n'y a pas d'impact direct sur ce qui était déjà programmé, mais il va falloir dans le futur en tenir compte de COVID-19, parce qu'en réalité, on va voir que pas mal de secteurs ont été plus ou moins, pas négligés, mais effectivement mis en veilleuse pour pouvoir supporter le COVID-19. Donc, les ressources il va falloir au moins équilibrer, si vous voulez faire un certain nombre d'équilibrages. Donc, le secteur des infrastructures restera prioritaire. On va donc utiliser les mêmes canaux de financement existants, c'est-à-dire les ressources propres, les ressources avec les bailleurs de fonds étrangers qui aujourd'hui accompagnent la Côte d'Ivoire parce qu'ils croient au développement, ils croient à la politique
qui est en train d'être menée actuellement. Donc, je dirais que sur le plan financement, les mêmes instruments seront utilisés avec une forte orientation vers, je dirais, la priorisation de nos besoins. Quels sont les secteurs prioritaires qui permettra donc de déclencher la machine économique et faire en sorte que justement les autres secteurs puissent donc contribuer au développement tant recherché. Peut-être, Mehdi, aujourd'hui, on sait qu'au Maroc, d'abord, il y a une évolution de la loi des PPP. Il y a des attentes très fortes sur les investissements dans l'éducation et dans le social. Est-ce que cette crise n'est pas l'opportunité pour le gouvernement, au-delà de finalement se dire, et si on faisait un grand plan hospitalier ou un grand plan pour la jeunesse, en investissant sur 25 ou 30 ans et en rattrapant les retards d'investissement et en profitant de cette crise pour essayer, ou est-ce qu'ils pourront le faire ou ne pas le faire? Alors, je pense que je vais rejoindre Dr Silué sur le fait, en tout cas sur un principe fondamental, c'est la vision. C'est que naturellement, lorsqu'il s'agit pour un État, quel qu'il soit, d'engager des programmes d'infrastructure très coûteux, ça doit s'inscrire dans une vision d'un modèle économique et d'un modèle de développement. Il s'avère qu'au Maroc, il y a un peu plus de 6 mois, au mois de novembre, Sa Majesté avait mandaté M. Ben Moussa, ancien ambassadeur à Paris, pour mener une réflexion sur le nouveau modèle de développement économique du royaume, et il devait rendre sa copie au mois de juin. Bon, cette copie risque d'être retardée un petit peu, puisqu'il avait démarré un effort de concertation assez important. Donc, je dirais que la première chose, naturellement, dans le cas du Maroc, c'est de se dire que si on doit s'inscrire dans un certain nombre d'investissements, ceci ou cela doivent être cohérents avec la vision stratégique du modèle économique du royaume. On va dire qu'il y a certaines grandes constantes qui restent historiques, comme les investissements dans les transports, dans le ferroviaire, dans les routes et dans les ports, naturellement, parce qu'avec des grands schémas dans les ports, mais naturellement, on a des orientations comme la régionalisation et autres qui risquent d'être consacrées et renforcées par ce nouveau modèle de développement. Après, une fois qu'on a cette stratégie, cette vision, c'est là où se pose la question, comme vient de le citer Dr Siloué, où je pense que Ibou le confirmera également de son côté, c'est que la réalité financière ou budgétaire de nos pays va être sous extrême pression au cours, on va dire, des années qui vont venir. Des ressources vont être consommées pour absorber le choc social. Et de toute manière, j'ai envie de dire que la plupart des infrastructures, une infrastructure, ce n'est pas juste un objet d'art, c'est quelque chose qui doit être au service de l'économie pour générer de la valeur ajoutée et générer de l'impact. Donc, naturellement, le processus de sélection, on va dire, et d'arbitrage entre les différents secteurs et les différentes infrastructures, tout ça doit être réalisé avec encore une plus grande rigueur et remettre en cause probablement aussi au regard, parce que tu l'as cité, Marc, l'éducation et la santé, si elles doivent prendre plus le pas, on va dire à très court terme, sur des activités marchandes d'autres natures, comme l'agricole ou pas, en tout cas, je ne suis pas en train de mettre des priorités, mais disons juste que la pondération relative des investissements doit muter, doit évoluer, et bien cette réflexion, elle doit se poser. Si on doit réfléchir à plus de télétravail, on devra peut-être moins construire d'infrastructures. Quand on pense typiquement à l'éducation, est-ce qu'on doit imaginer que demain, l'éducation, c'est d'abord construire des universités ou c'est investir dans la technologie et dans les PC et les portables pour les étudiants et un certain nombre d'outils de virtualisation? Donc, la réflexion est une réflexion, à mon avis, à 360. On a un choc de l'offre et de la demande à très court terme, mais structurellement, on risque d'avoir un choc de la demande compte tenu, on va dire, du chômage et de la sinistralité d'entreprise qui va être énorme. Donc, choisir les bonnes infrastructures dans un horizon court pour faire en sorte qu'on puisse maximiser et optimiser les retours sur investissement économiques et sociaux à court terme, je pense que c'est une priorité. Je pense que c'est un exercice stratégique qui doit être absolument réalisé par les gouvernements. Ils doivent faire une remise à jour au regard des évolutions que va connaître le monde dans les semaines et dans les mois qui arrivent. On ne peut pas se contenter de visions qui ont été écrites il y a 5 à 10 ans. Il y a une disruption. Prenons le temps d'afficher ces priorités et on mettra en place les outils de financement en face qu'il conviendra de faire. On avait une question qui s'adressait à toi, Mehdi, pour savoir si l'expansion monétaire n'est pas une solution qui était déjà utilisée aujourd'hui en Europe et pourrait être utilisée au Maroc particulièrement. Alors, ça me fait sourire parce que c'est une question… C'est Myriam Rami qui a posé cette question, puisque je vois le fil arriver. Je ne pourrais pas prendre toutes les questions, elles sont très nombreuses. Non, mais comme tu avais la parole et que c'était une question pour nos amis marocains, j'en profitais. Non, mais c'est une question, je vais dire, qui est un petit peu polémique et je suis aussi un peu là pour faire un peu de polémique. On a structurellement un sujet
effectivement. Alors déjà, sur un plan statutaire et juridique, le statut de la Banque centrale ne peuvent pas, entre guillemets, imprimer du papier au-delà de 5% du déficit budgétaire. Donc déjà, on a un sujet purement réglementaire sur le fait d'utiliser la planche à billets, entre guillemets, pour financer les infrastructures. Après, il ne faut pas oublier que nous avons des pays qui ont un certain niveau, je ne vais pas dire qu'il est extraordinaire, mais nous avons un certain niveau d'endettement vis-à-vis de l'étranger. Et sachant que les mécanismes, les gens connaissent bien les mécanismes de dette, savent très bien qu'à partir du moment où on pourrait, ce n'est pas systématique, utiliser la planche à billets, ce n'est pas systématique, ça l'a été historiquement, mais ce n'est pas nécessairement générateur d'inflation immédiate, mais il y a un certain nombre de corrélations. Et en créant plus d'inflation et en étant probablement obligé à un moment ou à un autre de se financer des coûts plus chers, on impacte les créanciers à un instant T. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu le débat entre la rente et le travail, comme j'ai souvent envie de polémiquer là-dessus. On n'a pas la liberté, quand on est un pays en développement avec une monnaie non convertible totalement aujourd'hui, de pouvoir avoir toute la latitude d'utiliser l'outil d'expansion monétaire comme on le voudrait. Est-ce qu'il faudrait probablement le faire avec l'appui d'autres institutions, comme on va dire la tribune de Dominique Strauss-Kahn il y a quelques semaines sur le fait d'utiliser le FMI comme point d'appui en réémissant un certain nombre de DTS pour qu'on puisse à nouveau utiliser une capacité d'endettement plus forte qu'elle était aujourd'hui. Donc cet arbitrage, je pense que oui, il est légitime aujourd'hui de se reposer la question de l'indépendance de cette monnaie et de sa capacité à l'utiliser pour financer de manière prioritaire un certain nombre de choses. Je pense que la démarche qu'ont fait les pays d'Afrique de l'Ouest sur l'éco s'inscrit un petit peu dans cette même dynamique. Oui, mais j'ai envie de dire, oui, on pourrait, mais la réalité, c'est que pas dans les mêmes conditions que ça a pu être fait dans les années 80 et autres. Parce on connaît, et beaucoup de gens autour de la table et autour de cette audience se rappellent des plans d'ajustement structurel, se rappellent du fait qu'on peut passer aussi par des périodes extrêmement difficiles si on ne maîtrise pas bien ces outils-là. Donc, est-ce qu'on pourrait les doser intelligemment? Probablement, mais ça reste pour moi lié à la notion de vision, à la vision de stratégie d'un État dans le cadre de son développement économique. Merci Mehdi. Ibou, pour revenir maintenant au cœur du sujet aujourd'hui, dans cette situation post-crise où on voit que les États vont mettre beaucoup d'argent pour accompagner la crise sociale et soutenir bien évidemment les plus pauvres, est-ce qu'il restera de l'argent pour financer dans les infrastructures? Tu as dit tout à l'heure que c'est une crise économique mais pas une crise financière. Et donc, est-ce qu'on pourra quand même lever les fonds pour avoir un double soutien et aux populations et dans les infrastructures qui vont créer bien évidemment des emplois et demain faciliter soit de manière sociale le traitement dans les hôpitaux ou dans l'éducation, soit au titre des transports, l'accélération bien évidemment des échanges économiques indispensables à la croissance, au maintien de la croissance en Afrique. Merci beaucoup Marc. Je partage les points de vue de mes prédécesseurs, tout ce qui a été dit jusqu'ici. Mais je souhaiterais effectivement développer un peu pourquoi je disais que nous avons ici une crise sanitaire qui était transformée en une crise économique. Et effectivement, pourquoi? Parce que simplement, dès que cette crise sanitaire s'est manifestée et qu'on n'avait pas encore les éléments de réponse, la première réponse que les uns et les autres ont mis sur la table et qui a un peu continué, c'est hop, on s'enferme. Et on s'enferme vraiment au propre comme au figuré. On commence par fermer les frontières, donc un retour sur soi, protectionnisme, et on commence également par s'enfermer chez soi, donc restriction donc, de l'emploi pour ceux qui ne font pas de télétravail, et une répercussion immédiate sur, évidemment, le taux de chômage. Sylvie évoquait tout à l'heure le cas des États-Unis, mais à des échelles différentes, ça s'est passé un peu partout comme ça. Il y a eu une flambée du taux de chômage qui a été multiplié par 4, 5, 6, voire 10 dans certains cas, notamment au niveau des tissus économiques les plus vulnérables, les petites PME de services. Donc ça, évidemment, ça appelle un peu une vision. Tout à l'heure, on parlait d'une vision pour les États. Je verrai cette vision à 3 niveaux. D'abord, une vision de la protection des personnes. Comment on fait dans la continuation, tout en vivant dans la crise, comment on continue à maintenir cette crise sanitaire pour protéger la vie des personnes. Ça, c'est un élément qu'il va falloir prendre en compte dans la vision. La deuxième chose, c'est la protection des revenus, c'est-à-dire donc des emplois. Quelle sera la stratégie pour chacun des États pour continuer à protéger les emplois, voire à en créer, à restaurer les emplois qui sont perdus? C'est un deuxième élément qui doit forcément apparaître dans la vision.
Le troisième élément, c'est maintenant comment bâtir le futur. Parce qu'on dit, je dirais en anglais, we have the new normal. La nouvelle norme, elle ne sera plus comme, rien ne sera plus comme avant. Je ne sais pas qui le disait, mais c'est vraiment le cas de le dire pour le monde aujourd'hui. Parce que tous les économistes sont d'accord que c'est la crise la plus profonde que le monde ait connue. Parce qu'on a souvent eu que des crises économiques ou des crises financières, et là, on a la totale. Crise financière et sanitaire, économique, et qui est en train d'impacter le secteur financier. Mais heureusement, et je reviens sur ce que je disais, ce n'est pas encore une crise financière. Ce n'est pas une crise financière, même si on est d'accord qu'il y aura une contraction des investissements directs étrangers. Il est établi que durant la crise financière de 2009, je crois, les investissements directs étrangers se sont contractés de l'ordre de 37%. Aujourd'hui, la crise que nous vivons, elle sera beaucoup plus forte que la crise financière de 2009. Dans un rapport, puisque la contraction, la récession avec la crise de 2009 est de l'ordre de 0,1%, celle-ci est projetée pour être de l'ordre de 3%. C'est vraiment énorme. Ça veut dire que donc, avec les différentes, je regardais un peu l'outlook du Fonds des Nations Unies pour le commerce et le développement, il est prévu que dans deux hypothèses, l'hypothèse basse de la contraction donc, des investissements directs étrangers, c'est entre 5 et 15%. Et l'hypothèse haute de la contraction des investissements directs étrangers sera de l'ordre de 30 à 40%. C'est énorme. Mais heureusement, et c'est là où je vais revenir sur les opportunités que l'Afrique a, pour le cas de l'Afrique, on est d'accord qu'on est dans une fourchette de besoins en termes d'investissement de l'ordre de 150 milliards de francs CFA par an entre la période 2017 et 2025. Si on regarde l'ensemble de la disponibilité, donc, disons, de la contraction des investissements directs étrangers, on parle de l'ordre de 1,2 trillion de dollars. C'est vraiment une part infime en termes de besoins. On est dans un horizon de l'ordre de 20 à 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'investissement direct étranger se contracte, en regardant un peu les perspectives économiques, il est établi que les pays les plus développés, c'est-à-dire donc le monde vraiment avancé, aura une récession qui va avoisiner les 6%. Les pays d'économie émergente seront de l'ordre de 1%. Ça sont des chiffres du FMI qui datent du mois d'avril. En Afrique subsaharienne, on sera aux environs à moins 1,6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique reste encore, en fait, le continent où il y aura cette possibilité de rattrapage de l'investissement au niveau mondial. Et c'est ça que moi je vois comme étant un avenir, et c'est là où les pays africains peuvent tirer leur marron du feu, moyennant une certaine stratégie. Si vous permettez, je reviendrai tout à l'heure sur les stratégies que je vois en termes de réponse justement à la capitalisation de ces flux financiers qui sont disponibles. Parce qu'encore une fois, l'argent est là. Il y aura un round d'observation, puisque à partir déjà de 2021, les prévisions sont que pour les pays d'économie avancée, ils seront encore dans un mode de récession en 2021. Par contre, dès 2021, la croissance sera encore positive en Afrique. Il est projeté une croissance de l'ordre de 4%. Et dans les pays d'économie émergente, elle sera déjà de l'ordre de 6%. Si ces chiffres se matérialisent, ça veut dire que la masse monétaire, donc, qui est actuellement en round d'observation au niveau des investissements directs étrangers, va forcément chercher un débouché pour son investissement. Et l'Afrique sera vraiment au rendez-vous pour absorber ces investissements qui seront disponibles. On pourra développer là-dessus. Je m'arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Merci. Merci, Ibou. J'ai été déconnecté juste quelques instants, mais on a bien noté que la priorité devait venir à la protection des personnes, mais ensuite, il ne faudra pas se tromper sur les emplois.
et c'est toute la question qui se pose par rapport aux capacités financières. Mais si on prévoit en effet une croissance à 4% pour l'année 2021, ça devrait aider les IDE à revenir sur le continent africain. J'ai une question qui vient de m'être posée là par un panéliste, par Ihsan Ryan, qui souhaitait savoir sur les projets déjà attribués. On pourrait peut-être d'ailleurs demander au docteur Siloué pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, avec cette parenthèse qui vient d'y avoir sur le coronavirus, quid de la levée et de la levée de financement ces jours-ci par rapport à cette parenthèse de cette crise, notamment sur l'énergie ou sur les ports. Est-ce qu'il va y avoir des clauses contractuelles qui vont faire que ça va être impossible à redémarrer, ou est-ce qu'on continue comme avant, ou est-ce que juridiquement ça va être bloqué? Comment voyez-vous les choses sur la Côte d'Ivoire? C'était Ihsan Riyad qui a posé cette question. Merci pour la question, mais avant de répondre, je voulais abonder un peu dans le même sens qu'Ibou, en disant qu'aujourd'hui, quand on regarde les besoins resteront les mêmes. C'est vrai que crise ou pas crise, les besoins de financement resteront les mêmes. Par conséquent, c'est la manière dont on va faire l'approche. Et je pense que aussi bien qu'on a vu aujourd'hui que dans ces situations-là, les pays, la fermeture des frontières fait que chacun devait résoudre son problème à son niveau. Et là, je pense que sur le plan financement, c'est l'occasion peut-être pour nos institutions financières régionales de reconsidérer leur façon de faire. Parce qu'en réalité, on se rend compte qu'on a des ressources, on peut mobiliser des ressources sur le plan régional qui ne sont pas utilisées comme, en tout cas, pour pouvoir booster le secteur local, l'industrie locale. Et là, je pense que ça doit être une occasion pour qu'on puisse réfléchir, pour dire que quand il s'agit d'une crise mondiale comme celle-là, chacun protège sa tête. Et nous devons regarder au niveau interne, au niveau régional, comment on peut donc faire pour que les ressources disponibles, notamment au niveau des taux d'intérêt, comment faire pour rendre ça accessible au secteur privé pour qu'on puisse effectivement pousser cela. En ce qui concerne votre question, c'est vrai que tous les contrats qui sont en cours vont continuer. De toute façon, la Côte d'Ivoire a cette, je dirais, pratique de pouvoir tenir ses engagements. Donc, vraiment, je voudrais rassurer celui qui a posé la question pour dire que tout ce qui est prévu va s'exécuter normalement. Je parle de ce qui est déjà en cours. Le ministre de l'Entretien routier a même fait le tour des entreprises, des chantiers. Il a autorisé à ce qu'on puisse retarder, du moins les retards dans la fin des travaux va être accepté avec un décalage sans pénalité. Parce que vous avez vu que les mesures qu'on a prises ont impacté le secteur des infrastructures. Ce n'est pas un secteur où on peut travailler à distance. Il faut être sur le chantier. Et pour respecter les mesures barrières, les mesures de distanciation, on était obligé de réduire le nombre d'employés sur le terrain. Par conséquent, ça a un impact sur l'évolution des chantiers et donc sur le délai d'exécution des chantiers. Sur ce point précis, le gouvernement a été clair là-dessus. On ne va pas pénaliser les entreprises si elles n'ont pas réalisé le travail à la date prévue. Mais tout ce qui est engagé va continuer. D'ailleurs, je dois vous dire que c'est vrai qu'on a suspendu un certain nombre d'activités, mais le secteur des transports, les infrastructures de transport ont continué à tourner sans qu'effectivement on ait arrêté complètement les chantiers. Merci, ça répondait au sens de la question de Rachid Douri. Mehdi, je t'ai vu réagir notamment sur les institutions financières régionales et la nécessité peut-être de les amener à une contribution solidaire nouvelle face à cette crise. Comment on peut les utiliser mieux pour accompagner ce redressement nécessaire? Là-dessus, une nouvelle fois, on est face à,
on va dire, une nouvelle page. Je pense qu'il faut accepter aujourd'hui, et je suis parfaitement d'accord sur le fait que j'ai envie de revenir sur le point. Pourquoi les institutions régionales peuvent être efficaces? Parce qu'elles ont une proximité, elles ont une crédibilité, elles ont une discipline que peut-être d'autres types de bailleurs un peu plus lointains n'auraient pas. En d'autres termes, c'est sans doute plus simple aujourd'hui à la BAD, on va dire à la Banque islamique ou un certain nombre d'institutions qui ont des présences fortes locales, bien entendu en complément de la Banque mondiale et d'autres, mais je parle des institutions régionales comme la BAD, on va dire, ou la BOAD ou autres des institutions régionales, ont une capacité aujourd'hui de capitaliser sur cette initiative pour disrupter les mécanismes de garantie, les mécanismes de financement, essayer d'être novateur et ne pas hésiter à aller rechercher, on va dire, des différentes formes d'outils pour soutenir, parce que la réalité qui a été citée un petit peu partout, c'est qu'il faut soutenir absolument aujourd'hui la demande. Il faut soutenir l'emploi. Dans les analyses que nous menons, on sait très bien que, on va dire, compte tenu des ressources limitées, qu'on a parlé de chômage, on a eu dans la plupart de ces pays relativement peu de mécanismes de chômage partiel qui ont été mis en place. Au Maroc, on en a eu un petit peu, mais ça n'a pas été la même amplitude que ce qui a pu être fait naturellement dans les pays développés. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'opportunité qui a été donnée à travers cette crise de mettre en place un certain nombre d'outils, je pense qu'il faut qu'elle soit renforcée. Les États doivent converger collectivement pour adhérer à un certain nombre de normes sociales, économiques, financières, pour qu'à ce moment-là, les institutions, elles ont ce rôle de, on va dire finalement, de vecteur d'accélération des réformes, parce qu'elles pourront à ce moment-là rendre des comptes de manière mutuelle et à ce moment-là être crédibles ou donner même leur garantie sur un certain nombre de financements nouveaux. Oui, il y a de l'espace pour faire ça. Je pense que c'est une opportunité également pour elles de croître et de jouer un rôle encore plus éminent et plus important dans le développement des pays d'Afrique et d'Afrique subsaharienne notamment. Et là-dessus, effectivement, le fait que l'Afrique conserve un réservoir de croissance important par rapport, on va dire, au reste du monde, on doit pouvoir capitaliser dessus, même si le trou d'air en termes de perte d'IDE à court terme risque de se produire. Mais l'une des manières d'y pallier, et on en revient sur le sujet des infrastructures, c'est si, on peut citer l'exemple du Maroc. Le Maroc a typiquement 12 milliards de dirhams dans la loi de finances, parce qu'il ne faut jamais oublier les mécanismes, on va dire, de financement. Les États, ils ont des lois de finances. On affecte les dotations budgétaires une fois l'an à travers la discussion. On ne décide pas du jour au lendemain de se dire comment je vais financer un port, etc. Ce sont des réflexions qui prennent du temps, des analyses et qui s'inscrivent dans une planification budgétaire pluriannuelle. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, déjà le Maroc, lors de la loi de finances à l'automne 2019, imaginait déjà lancer un grand nombre on va dire, de financements innovants et de PPP. La réalité aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'intégralité des pays de la zone, c'est que oui, il faudra continuer à le faire de manière plus ambitieuse. Et ça ne veut pas dire une disparition de l'État. On s'est souvent réunis ensemble à Marrakech lors du forum. Il faut juste changer de paradigme. Je pense que l'accélération du changement de paradigme, on va dire de la puissance souveraine, sur le fait d'accélérer effectivement la mise en place de PPP, y compris effectivement, l'urgence le nécessite lorsqu'il s'agit de construire des grands ouvrages, comme des barrages ou comme des ports, ça doit s'accélérer. Donc à ce moment-là, on a cet arbitrage entre effectivement soit recourir à l'appui de ces institutions régionales qui deviennent à ce moment-là garantes des émissions ou des financements que les États veulent lever et complémentent ou complètent finalement les financements directs accordés par les bailleurs de fonds internationaux ou classiques type AFD, Agence allemande et autres, ou bien, et à ce moment-là, passer par des mécanismes de financement innovants. Parce que je ne suis pas là en train de dire, et je pense que c'est un point important, le PPP classique n'est pas le remède miracle à tout. Il est indéniable et incontestable qu'il reste un grand nombre aujourd'hui d'infrastructures où le coût du financement, comme le Dr Silvio Lumiere est plus intéressant s'il est financé sur fonds publics. Parce qu'il n'y a pas de bancabilité intrinsèque, on va dire, à un projet, et il faut être capable de découper les projets entre leurs composantes commerciales. Quand on prend un port, par exemple, il y a des superstructures sur le port, mais il y a aussi des ouvrages, on va dire, de quais et autres qui, globalement, ou de gros ouvrages qui ne sont pas rentables à confier, on va dire, au secteur privé. Donc, il faut toujours avoir la même discipline. Ce n'est pas une recette miracle. Il faut avoir la capacité toujours à montrer cette discipline, à laisser l'État accomplir un certain nombre d'ouvrages en lui offrant la possibilité de lever des financements spécifiques et dupliquer, le cas échéant, la capacité à lever ces financements avec l'appui de ces bailleurs de fonds régionaux, ces institutions régionales qui ont une opportunité également à saisir pour accélérer leur mutation et accroître finalement leur portefeuille de soutien aux économies du pays. Mais elles doivent également, quelque part, changer de paradigme dans le sens où elles ont une responsabilité un peu plus forte à infléchir également les réformes dans les différents pays. Bon, ben voilà, ça fait partie
partie un petit peu de la batterie de changement qu'on doit anticiper dans les années qui viennent. Merci Mehdi. Ibou Diouf, tu souhaitais réagir sur les institutions financières régionales. Oui, merci Marc. Je pense que mes prédécesseurs ont abordé un sujet effectivement qui est d'actualité. On a même vu qu'au niveau donc, de l'Europe, le couple franco-allemand est en train de créer une nouvelle, enfin de relancer une idée qui était encore sous-jacente, mais qui cette fois peut-être a des chances d'aboutir, même si on voit les Pays-Bas qui continuent encore à résister avec ses collègues, enfin ses amis du Nord, de lever 500 milliards pour un peu absorber le choc de cette crise. Mais la démarche doit être similaire, d'abord au niveau régional, mais aussi au niveau national. Je pense que, comme tout à l'heure, je disais, pourquoi je disais qu'on est dans une crise économique, mais réellement, l'argent est disponible, les ressources financières sont là, et pas forcément avec l'option d'inflation pour aller faire tourner la planche à billets. Je pense qu'on peut s'appuyer sur le ressort existant en faisant un peu d'ingénierie financière. Quand je regarde le cas de l'Afrique, vous avez, je dirais l'échelle continentale, mais avec vraiment des particularités sous-régionales, voire des particularités nationales. Si j'écarte le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui ont vraiment des particularités, je dirais même des spécificités, on peut aujourd'hui, au niveau, à l'échelle africaine, non seulement, effectivement, comme mes prédécesseurs l'ont dit, s'appuyer sur les institutions financières sous-régionales, mais on peut également être un peu plus inventif. Quand je regarde la typologie des infrastructures, si vous voyez, les transports sont en compétition avec l'énergie, sont en compétition avec le digital, mais c'est également en compétition avec les secteurs sociaux. Dans une crise comme celle-là, il y a ce que j'appelle les réflexes naturels. Aujourd'hui, tout est tourné vers le social. Comment les gens ont identifié les faiblesses de leur système sanitaire. Les gens ont identifié les faiblesses de leurs filets sociaux pour les chaînes de solidarité. Ça va être le premier élément que les États chercheront à absorber. Ensuite, s'y ajoute le fait que le choc va emporter les plus vulnérables, les PMI et les PME. Quelle est la réponse qu'on apporte à ces PMI et PME dans l'immédiat? Cela aussi va absorber une partie des ressources. Enfin, maintenant, on se remet dans les grands investissements. On s'est rendu compte que, comme on est en train de le faire aujourd'hui, le digital a sauvé le monde du travail. Parce que, au moins, tous ceux qui ont la possibilité de faire du télétravail aujourd'hui le font et gardent leur emploi. Qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion dans le futur? Est-ce que les États ne vont pas massivement investir dans le digital? J'ai vu dans certains pays que je couvre, beaucoup se sont très vite mis en investissement sur les vidéoconférences pour continuer à pouvoir fonctionner correctement. Ça va être un élément à prendre en compte. L'énergie, puisque sans l'énergie, on ne peut rien faire. Ce qu'on est en train de faire là, il y a la 5G, il y a la broadband, mais il y a aussi le besoin de l'énergie. Il reste donc, le parent pauvre, ça va être les transports. Alors que la réalité est que c'est le maillon, je dirais, l'un des maillons les plus importants. On parle souvent de la chaîne logistique d'approvisionnement. Je dis souvent dans une chaîne, la résistance globale de la chaîne est limitée par la résistance du maillon le plus faible. Et dans le cas de l'Afrique, où on a pratiquement le tiers des pays enclavés, on s'est rendu compte que certains pays se sont retrouvés à court d'investissement, à court d'approvisionnement, pardon, parce que les chaînes d'approvisionnement logistique sont interrompues. Est-ce que ça n'envoie pas tout de suite un signal sur de nouvelles opportunités d'investissement au lieu d'aller vers les grandes autoroutes, j'allais dire, régionales? Est-ce qu'on ne va pas aller vers des dry ports et des ICD? Est-ce qu'on n'irait pas vers les aéroports pour créer les conditions de stockage et des chaînes de froid pour parer au plus pressé? Ça, c'est un élément. Le deuxième élément que je voudrais, c'est au niveau de l'ingénierie financière, c'est est-ce que réellement, en sortant de cette crise, on a besoin de se lancer tout de suite dans les grandes infrastructures? Ma réponse est non.
Ma réponse est non. Il va falloir pendant 1 année à 2, en termes de rampe d'observation, le temps d'absorber ce choc économique et de rétablir les agrégats macro, d'avoir une politique beaucoup plus, je dirais, équilibrée et sociale pour recréer des emplois. Et c'est là où la maintenance va avoir sa place. On devrait pouvoir mobiliser des ressources pour investir massivement dans la maintenance qui va à la fois relancer la croissance, distribuer du revenu et en même temps rétablir les agrégats. Et là, on se positionne maintenant pour aller lever les autres ressources sur lesquelles, lorsqu'on va arriver sur les solutions du futur pour financer les grands investissements, je pourrais partager quelques pistes de réflexion que j'ai esquissées ici. Merci. Merci, Ibou. On voit que toi, tu serais plutôt pour faire une sorte de pause dans les grandes infrastructures, même si on pourrait faire un lien, cependant, en parallèle entre les emplois à créer et la nécessité d'accélérer les infrastructures. Par contre, ce qui m'a particulièrement marqué, je crois que là, le Covid, pour le monde entier, doit permettre de se reposer les questions. C'est la place, en effet, dans les infrastructures de transport demain, du digital et du numérique. Si on ne bouge plus de chez soi pour travailler, quel est l'intérêt de faire des autoroutes? Ou en tout cas, peut-être moins, avec moins d'entrain qu'on l'avait fait par le passé. Pareil pour les transports régionaux. On va devoir se poser la question de la même façon ici en Île-de-France, où on annonce peut-être du 50% de télétravail à moyen terme. On envisage même que certains sièges sociaux éliminent des entreprises qui ont 10 sièges, décident d'en avoir plus que 5, ce qui va libérer du foncier d'un côté et faire des économies de l'autre. Et d'ailleurs, peut-être que la meilleure des sorties de crise pour certaines entreprises qui sont très, très impactées sera d'imaginer d'avoir moins de frais d'infrastructure en termes de siège social pour retrouver un tout petit peu de croissance possible. Je vais lire une question qui est provocatrice, comme souvent, de la part de Mohamed Midouche, mais qui a passé 30 ans à la BAD et que vous connaissez tous, mais qui mérite en effet d'avoir un peu de poil à gratter autour de la table, et vous me direz qui souhaite y répondre. La mobilisation des ressources externes pour financer les projets d'infrastructure en Afrique ne peut constituer la panacée aux besoins de nos États. Ces derniers se doivent de mobiliser certaines ressources internes, notamment en luttant contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales opérant dans le secteur minier et en procédant à la cession de certaines entreprises publiques dans le cadre d'opérations de privatisation. Bref, pour faire court, pourquoi pas privatiser si on n'a pas le choix? Et surtout, et là je lui donne 1000 fois raison, notamment sur le sujet minier, je pense qu'il y a des ressources financières qui échappent aux États qui permettrait de tirer beaucoup plus de profit de certaines mines et de concessions qui ont eu lieu et pour les mines futures pour avoir justement les ressources nécessaires soit au soutien des plans sociaux d'urgence, soit au soutien des investissements dans les infrastructures. Qu'est-ce qui souhaite répondre à cette question pertinente de notre ami Mohamed Midouche? Je peux plonger si tu permets. Mehdi, sinon, Ibou, tu voulais… Oui, je peux réagir. Vas-y, bien sûr que je permets, bien sûr. Oui, merci. Non, un clin d'œil à notre ami Midouche que je salue au passage. Effectivement, je pense que, et ça a été dit et redit, les financements extérieurs n'ont jamais été la panacée et ne seront jamais la panacée. Et je crois que Mehdi en a parlé en disant n'oublions pas que les États sont là et seront toujours là. Je crois que la souveraineté économique, financière des États, elle est réelle et elle va continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier garant de l'investissement public, c'est d'abord l'État. Donc, la nécessité d'avoir sa vision et son plan. Ensuite, et il ne faut pas se leurrer, aucun État, même les plus forts, n'aura jamais suffisamment les moyens de se recroqueviller sur soi-même et de ne compter que sur soi-même, notamment dans le cadre. Je vais prendre un exemple aussi banal, mais qui a été révélé par la crise. On a vu des grandes puissances se battre sur le tarmac d'un aéroport pour des masques. Ça révèle quoi? Ça révèle quand même que nos économies
et quelle que soit la puissance économique, toutes les économies restent fragiles et vulnérables à un certain point. Il y a simplement, disons, le besoin de bâtir une stratégie forte, une orientation forte et une vision forte. Une fois qu'on a ça, on va chercher les moyens de sa politique. Moi, je disais tout à l'heure qu'il faut observer une pause et je pense que Marc a pris un peu le bâton en disant, effectivement, j'ai dit ça parce que nous sortons d'une crise sans précédent. Et donc, il va falloir nous assurer que nous maîtrisons bien les impacts à long terme de cette crise avant de faire des investissements qui sont bâtis sur le long terme. C'est pour ça que j'ai dit, en faisant une pause et en investissant massivement dans la maintenance et en faisant, je dirais, re-engineering de nos investissements. Je prends l'exemple de l'emploi. Si les grandes compagnies qui ont beaucoup de sièges vont à 50% du télétravail, cela veut dire qu'on a libéré du foncier disponible pour l'habitat. Comment cela va-t-il se traduire sur le secteur immobilier en tant que tel? Tout le monde sait qu'il y a la loi de l'offre et de la demande. Si la pression foncière baisse à Paris, ben le coût du logement va baisser. Qu'est-ce que ça a comme impact sur, disons, le revenu foncier? Qu'est-ce que ça aura comme impact sur les impôts fonciers, même si l'assiette étant la même? C'est une question qu'il faut se poser. Quand je prends les économies de nos pays, on peut se dire, il y a eu une coalition au niveau africain, d'ailleurs avec le leadership du président sénégalais, qui appelle à un allègement de la dette. Pour le moment, la réponse, c'est oui, on fait je dirais, une pause différée de paiement. Ça donne un souffle pour absorber, mais ce n'est pas suffisant. Si on veut avoir une marge pour investir, il faut aller plus loin. Est-ce qu'on va vers une annulation? Si cette annulation est un chèque à blanc, quelle est l'orientation qu'on donnera aux ressources qui sont épargnées? Est-ce qu'on ne devrait pas encadrer cette annulation? J'ai vu dans le cas de la Côte d'Ivoire, il y a disons une dizaine d'années, le contrat avec l'AFD, les annulations de dette étaient transformées en CDD, et Sylvain le connaît mieux que moi, le contrat des endettements développement. Cela veut dire qu'on convertit, disons, l'encours de la dette en projet d'investissement pour le développement. Est-ce que ce n'est pas une option à explorer? Ça, c'est une piste à avoir. On sait également que nos fonds de pension, toutes les caisses de dépôt et de consignation dans nos pays, regorgent de beaucoup de ressources qui ne vont pas toujours dans les investissements. Ou quand ils vont dans les investissements, ils vont plus dans les investissements, j'allais dire, entre guillemets, politiques. Est-ce qu'on ne devrait pas aller faire là-bas une levée de ressources qui peuvent constituer des filets de crédit dans les banques commerciales pour soutenir la relance des PME et des PMI? C'est une piste à explorer. Voilà un peu la réflexion que la question de M. Amitouche me fait. Mon micro. Je voulais poser une question peut-être à Mehdi, qui est posée par des participants. Qu'en est-il du développement du blend financing en Afrique afin de rendre les PPP dans le secteur des infrastructures de transport plus attractifs? Est-ce que Mehdi peut avoir un avis sur ce sujet? Qu'en est-il du développement du blend financing en Afrique afin de rendre les PPP dans le secteur des infrastructures de transport plus attractifs? Marc, avant que Mehdi ne réponde là, je voulais quand même apporter une contribution à la question qu'on vient de poser tout à l'heure. Je t'en prie, docteur. Je crois que la réponse à la question, à la préoccupation de l'ancien staff de la BAD se retrouve dans ce que nous avons dit tantôt. Parce qu'en réalité, la capacité de financement de nos États doit nous permettre de prendre en compte les ressources disponibles dans nos pays. Sur le plan technique, je crois que l'Afrique aujourd'hui a les éléments nécessaires techniquement pour faire des projets. Vous voyez, dans les PPP, quand on discute, ce qui revient souvent, c'est qu'il y a le facteur risque du pays qui fait augmenter le coût du projet. Alors que si nous qui sommes dans les pays en interne, qui ont la capacité nécessaire de technique de réaliser le projet,
si le secteur privé était accompagné par un système de financement interne ou bien régional, on doit pouvoir faire nos projets en interne et éviter effectivement ce transfert de capitaux à l'extérieur. Je crois que c'est là le problème. Pouvoir aujourd'hui nous prendre en charge financièrement, parce que techniquement, c'est le cas. Regardez le cas du Covid-19. On a vu nos pays inventer des ventilateurs pour la respiration. Et vous allez voir qu'ils vont avoir des difficultés de pouvoir fabriquer ça à grande échelle. C'est ça le problème. Nous avons vu aujourd'hui, en préparant cette émission, j'ai vu qu'au Rwanda, il y a des robots pour pouvoir détecter le Covid-19. Je suis sûr que le Rwanda aura les ressources nécessaires pour faire cela, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et le Maroc, je crois que ça a été le cas aussi, à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, ils ont inventé une machine, un ventilateur. Et là, j'espère qu'on aura les ressources pour accompagner ce projet-là, pour qu'en interne, on puisse donc le développer. C'est ça qui manque à l'Afrique. Techniquement, nous sommes tout à fait préparés, mais financièrement, on n'a pas encore mis en place les instruments pour accompagner le secteur privé. Merci, docteur. Mehdi, je voulais que tu puisses répondre à la question sur le blend financing en Afrique. Et merci, docteur, de cette réaction. Je reviendrai sur Ibou Diouf et je crois qu'il y a un senior manager à la BAD qui souhaite, docteur Joseph Poissine-Guessant, qui viendra s'exprimer en direct juste après. Mais Mehdi, d'abord, une réaction sur ce blend financing. Oui, alors le blended finance, c'est un peu tarte à la crème pour être entre guillemets assez direct, parce que la réalité, c'est souvent, comme je dis, c'est souvent les non-financiers qui parlent de blended finance. Donc la réalité, en fait, c'est que dans le blended finance, c'est globalement comment faire, pour rentrer un peu dans la rhétorique et les réflexions continuent effectivement de se poursuivre sur ce sujet, c'est comment faire intégrer, on va dire, des mécanismes de financement, on va dire, internationaux, les canaliser pour effectivement stimuler ou continuer de stimuler les secteurs privés, parce que l'axiome de base est de considérer que le développement économique dans nos pays doit passer par une prééminence, ou une importance plus forte du secteur privé. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un titre d'exemple. L'UMOA vient de lancer une consultation, en tout cas, au moins un appel à son intérêt, pour réfléchir typiquement à un sujet qui est extrêmement intéressant, c'est comment booster la promotion immobilière de logement social dans les pays d'Afrique subsaharienne, qui est aujourd'hui encore très loin des niveaux de réalisation qui a pu se faire. Et des expériences, moi je parle au niveau marocain, on a eu ce qui a changé de nom depuis, qui était on appelle la caisse de garantie, c'était la CCG, qui maintenant s'appelle Crédit Capital Garantie, avait mis en place des outils de financement où l'État s'était porté garantie à travers un outil qui s'appelle le Fogarim, c'était porté caution d'un certain nombre de populations de l'informel pour leur permettre l'accession à la propriété. Et donc, le Maroc avait, pendant un certain nombre, avant les excès qui ont créé un peu de suroffre là-dessus, a pu résorber de manière assez significative sa demande, entre guillemets, en tout cas, le marché ou la demande en termes d'accès à l'habitation, en termes en logement. Donc, ces réflexions sont en cours. Elles ne sont pas nécessairement portées avec la même vigueur par l'intégralité des acteurs et des agences multilatérales. Je pense que oui, on va connaître de plus en plus l'émergence d'outils, on va dire, plus sophistiqués de structuration qui vont peut-être, on va dire, favoriser une certaine forme de désintermédiation du financement du secteur privé, parce que beaucoup de ces outils aujourd'hui ont vocation à aller financer des initiatives du secteur privé et pas uniquement financer des États directement. Je pense que le blended finance pourra apporter également des solutions, comme le citait Dr Selloué, à financer directement des acteurs, on va dire des constructeurs et des opérateurs d'infrastructures dans nos pays pour leur permettre à ce moment-là de capter des marchés qu'ils n'auraient pas pu capter s'ils avaient eu recours uniquement au financement commercial classique de nos institutions financières commerciales locales et régionales. Les initiatives, il ne faut pas les cacher, la réalité c'est qu'aujourd'hui ces initiatives sont principalement portées aujourd'hui à partir d'institutions de Washington, pas insuffisamment à mon avis encore à travers l'Union européenne, qui est à mon avis encore un peu en retard, qui a différentes formes d'assistance, qui investit fortement sur le continent, mais sous des formes un petit peu différentes et avec des mécanismes peut-être un peu moins structurés de mon point de vue par rapport à leurs homologues américains.
Mais bon, c'est mon point de vue, hein, et j'assume la critique. Et je pense qu'on a encore énormément de choses à faire. Mais je pense que ce sont des réflexions, des mécanismes qu'on va voir proliférer de plus en plus et dans différents secteurs. Et notamment, vous l'avez cité, quand je prends l'exemple des startups ou de l'appui à l'innovation et au digital qui a pu se produire avec l'innovation qu'a cité Dr Sielwe, on a besoin de ces outils pour stimuler et combler le gap en termes de financement et en termes de fonds propres et en termes d'optimisation du coût de financement d'un certain nombre d'initiatives où les circuits financiers traditionnels classiques n'est pas en mesure d'apporter les bonnes solutions. Merci Mehdi pour ces précisions sur la nécessité de l'élargissement des circuits financiers. J'ai noté avec beaucoup d'intérêt aussi le fait que tu aies abordé spontanément l'immobilier social pour l'avenir des pays africains, avec la question qui se pose dans le post-Covid, c'est que si la moitié des sièges sociaux sont vendus demain parce qu'il y a du télétravail, est-ce qu'ils ne pourront pas accueillir, certes de manière transformée, de l'immobilier social? Ça fait partie des grandes questions qui peuvent se poser dans les années qui viennent. On va donner la parole à deux personnes extérieures à qui les modérateurs, moi-même, mais aussi l'équipe d'e-conférence souhaitait qu'ils interviennent. Au Regional Senior Manager, Joseph Kwasi-Guessant, merci de votre présence. Et juste après, à Ibrahim Ané, directeur général adjoint de l'AIBD. Monsieur Kwasi-Guessant, vous avez la parole. Merci à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Tout à fait. Le son est excellent. On n'a pas le plaisir de vous voir, mais le son est là. Merci beaucoup. Alors, déjà, je voudrais donc saluer l'ensemble des panélistes. Et je retrouve avec beaucoup de plaisir Dr Sielwe, Ibo Diouf. J'ai pris la discussion un peu en retard, donc désolé. Je voulais juste faire peut-être une petite intervention. J'espère que ça n'a pas déjà été abordé en début de réunion. Alors, c'est concernant l'impact, je veux dire, en termes de choix et d'orientation au niveau des investissements concernant, par exemple, des banques de développement comme la Banque africaine de développement et je dirais même certaines banques multilatérales de financement. Dans le cadre des infrastructures, dans le cadre de la lutte contre le Covid. Ce que j'ai constaté, par exemple, au niveau de chez nous, au niveau de la Banque africaine de développement, et c'est assez inquiétant pour être collé à l'actualité du thème qui nous réunit ici, c'est que, naturellement, la banque, dans son rôle premier, a décidé d'assister les pays pour faire face à la pandémie. Donc, elle a agi essentiellement sur un levier qui est un levier classique de financement de nos opérations, à savoir les appuis budgétaires classiques. Sauf que dans le cas d'espèces, il s'agissait donc d'appuis budgétaires sectoriels, donc normalement qui devraient donc aller appuyer les structures de santé. Ça reste finalement à vérifier, mais comme vous le savez, tout appui budgétaire restant fongible, donc naturellement arrimé au budget national, la possibilité de vérification interne reste toujours sujette à caution, ça c'est un autre débat. Mais ce qui est plus intriguant, c'est que ça a considérablement affecté le programme indicatif des prêts de la banque sur le continent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant 2000, avant l'arrivée de cette pandémie, on a identifié un certain nombre de projets d'investissement sur lesquels on devait intervenir en termes de financement direct, soit sur le guichet FAD ou sur le guichet de la Banque africaine de développement. Alors, la mise en place, puisque les ressources que nous utilisons pour appuyer les pays dans le cadre de cette lutte de la pandémie, les ressources viennent des mêmes paniers. Alors, donc, ce qui a été fait, c'est quoi? C'est une priorisation qui a été donc accordée aux appuis budgétaires en question par rapport aux projets d'investissement. C'était d'une façon tout à fait indirecte. Ce qui a fait que moi, je couvre, par exemple, toute l'Afrique centrale. Mon programme de prêt, qui était initialement, qui pouvait s'évaluer à peu près autour de 560 à 660 millions de dollars à peu près d'investissement dans le domaine des infrastructures et de l'énergie, a fondu comme peau de chagrin. Donc, ça veut dire quoi? On m'a demandé simplement donc de reporter l'ensemble des investissements directs pour le financement des projets nouveaux en 2021. Donc, les équipes de préparation vont le faire parce que les ressources initialement affectées vont être beaucoup plus affectées au pays sous forme d'appui budgétaire classique. Ça, c'est déjà un premier élément qui a affecté, je vais dire, la programmation en termes de financement des opérations pour l'année 2020. Le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir également, c'est qu'il a même été demandé d'opérer une restructuration interne de certains projets
quitte à annuler des activités non essentielles pour recueillir des ressources substantielles qui seraient encore affectées donc, à cette pandémie. Donc, voilà un peu deux exemples que je voulais donner qui, d'une manière ou d'une autre, ont un effet direct, je dirais, sur notre financement direct et sur nos programmes de prêt dans les régions. Je parle principalement du cas de l'Afrique centrale. Et donc, voilà un élément qui, pour ma part, devra pouvoir être révisé nécessairement, parce que ce que nous, on avait beaucoup plus préconisé, on dit, un appui budgétaire, il aurait été plus facile pour la banque de lever des ressources qui sont complètement différentes des ressources affectées au projet d'investissement pour ne pas tuer l'investissement. Parce qu'à un moment donné, une fois que la crise sera passée, naturellement, il faudra alors relancer les économies et stimuler la croissance. Et sans investissement, naturellement, ce qui ne peut pas être fait. Donc, voilà merci, M. Nguessan. Merci infiniment. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette contribution. Je vais maintenant donner la parole à M. Ibrahim Mané. Est-ce que vous êtes en ligne? Vous avez levé la main sur la conversation. Vous devez être en ligne parmi nous, je l'espère. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je vois que vous êtes en train de vous connecter, M. Ibrahim Mané. Vous êtes directeur général adjoint de l'AIBD. Bienvenue parmi nous. Bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on m'entend? Oui, maintenant oui. Oui, bonjour. Bon, je suis Elhadji Ibrahima Mané. Je suis en fait l'ancien directeur général adjoint de l'aéroport international Blaise Diagne. Je suis passé maintenant directeur général de la coopération, des financements et des partenariats publics-privés au niveau du ministère de l'économie, du plan et de la coopération au niveau du Sénégal. Donc, je tenais à remercier d'abord l'initiative, l'organisation et également les différents conférenciers pour la qualité des exposés et la qualité également des réponses aux différentes questions. J'en profite pour saluer le conférencier Ibou Diouf, qui est mon ancien professeur à l'école polytechnique. Et voilà, donc je me réjouis de pouvoir prendre en tout cas quelques minutes pour pouvoir effectivement conforter notre position au niveau du ministère de l'économie. Donc, je pense que M. Diouf a expliqué bien entendu ce plan que nous avons lancé, qui est le plan de résilience économique et sociale. C'était la première phase aujourd'hui pour répondre avoir la riposte immédiate au Covid, donc qui était principalement basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'était évidemment la riposte sanitaire. Le deuxième, c'était l'appui aux ménages vulnérables. Et le troisième pilier, c'était le secteur privé. Nous sommes en même temps en train de travailler en parallèle sur le plan de relance économique. Et dans ce plan de relance économique, aujourd'hui, on part du principe qu'il y avait le plan Sénégal émergent, qui est notre plan qui a été exécuté, qui a été assez successful, puisqu'on a eu des projections annuelles, en tout cas, de plus de 6%. Et aujourd'hui, on a été impacté, effectivement, nos dernières estimations, nous aurons en tout cas une contraction d'au moins 3% de l'économie, du PIB. Donc, aujourd'hui, ce plan de relance-là, il est prévu un volet effectivement développement d'infrastructures dans le sens de trouver de mettre des financements qui auront de nature à impacter l'emploi. Par exemple, le président a un grand programme des 100 000 logements sociaux aujourd'hui que nous sommes en train de lancer. Et aujourd'hui, ça devient plus qu'urgent donc de lancer ces opérations-là, ces grands projets qui étaient prévus avant Covid. Notre réflexion aujourd'hui dans ce plan de relance, c'est justement d'accélérer la réalisation de certains projets qui vont créer beaucoup d'impact en fait, économique et de l'emploi. Donc, je rejoins également le collègue Kouassi qui a parlé d'une certaine, je dirais, un profilage, de reprofiler un peu les priorités des projets. Nous sommes sur cet exercice-là. Le plan d'action prioritaire aujourd'hui du plan Sénégal émergent phase 2 est en cours de révision. Et effectivement, la démarche adoptée et proposée par le professeur Diouf est une démarche intéressante. Il s'agit de projeter l'avenir et maintenant, à partir de là, regarder comment on priorise ce qu'on doit faire. Nous sommes exactement dans cet exercice-là et ce qui nous permettra aujourd'hui de continuer évidemment les projets qui sont déjà en cours, comme a eu à le dire le docteur de la Côte d'Ivoire, mais également de repenser certains projets et peut-être de les reprofiler et de les décaler. Donc, nous sommes dans cette démarche-là. Je tenais à expliquer cela.
Et en même temps, nous sommes en train de finaliser une nouvelle loi PPP. Et c'est intéressant qu'on voit l'impact aujourd'hui du Covid dans les process, également dans cette approche dictée par le président de la République de réaliser rapidement des projets, mais évidemment au meilleur coût. Donc, je voulais juste préciser ça un peu par rapport à ce qu'on est en train de faire et que également, nous avons pris certaines mesures aujourd'hui actuelles sur l'impact du Covid par rapport à certaines réalisations en termes de pénalités de retard, etc. Voilà, je tenais à préciser. Merci de votre participation. On voit tout l'intérêt aujourd'hui, malgré la pandémie, d'avoir des outils informatiques qui nous permettent de converser sur plusieurs pays et d'essayer de progresser, même si on n'a pas le plaisir de déjeuner ou dîner ensuite ensemble. Mais ce type d'outils prouve que le monde s'adapte à des pandémies qui reviendront peut-être un jour. Avant de faire une conclusion et vous demander de conclure les uns et les autres parce qu'il nous reste à peine 10 minutes pour travailler ensemble. Je voulais moi-même bien renoter ce qu'a dit Boudiou, puis j'ai vu quelques interrogations sur les réseaux sociaux et sur les questions entre stop ou encore, pause ou accélération par rapport aux emplois. Et c'est vrai que je repense plus à une de mes marottes personnelles du PPP social. Je pense au Maroc, mais à d'autres pays où finalement, je comprends bien que sur les transports, on puisse réellement se poser des questions par rapport à ce qui vient de se passer sur les priorités entre transport, numérique et les grandes tendances et qu'il faille peut-être se poser un peu. Cependant, sur les investissements dans les infrastructures d'éducation sociale qui manquent tant aujourd'hui sur le continent, est-ce qu'il ne faut pas profiter des nouvelles lois PPP? Je me réjouis d'ailleurs d'apprendre qu'au Sénégal, il va y en avoir une ces jours-ci. J'en profite pour vous informer que nous allons lancer un club des PPP au Sénégal très prochainement. Mais est-ce que lorsqu'on prévoyait dans un plan pluriannuel d'investissement de faire un hôpital, une maison de jeunes par an pendant 30 ans sur le ministère et qu'on savait qu'on peut tenir ces investissements pluriannuels, est-ce qu'il ne faut pas proposer aux futurs gouvernants de faire cela en 5 ans pour, mon cher Ibou, massifier des emplois tout de suite, être dans de l'investissement long terme qui va assurer de l'entretien et de la maintenance et donc de l'emploi local pour toutes les PME qui pourront faire cet entretien-maintenance et participer à cette croissance. Moi, en tout cas, c'est une des convictions profondes que j'ai. Je comprends d'un côté ton envie de faire une pause. Je pense que de l'autre côté, il y a peut-être une opportunité dans cette crise d'accélérer des investissements, notamment sociaux, ce qui me semble extrêmement important. Et j'en profite pour lire quelques témoignages juste avant la conclusion, comme ça tout le monde aurait été un peu écouté. J'en vais en lire 3 que j'ai sous les yeux de conversation et je vous laisserai le soin de conclure chacun avec les orientations que vous souhaiterez avoir. De Mohamed Ben Ahmed, il souhaitait nous dire que les PPP productifs ne sont-ils pas un remède contre la dette en temps de sévérité budgétaire post-Covid et en même temps un puissant outil d'attractivité des investissements étrangers qui apportent l'innovation et le transfert de technologies dans le cadre des joint ventures intelligemment monté. Je trouve que c'est bien dit. De Youssef Imgui, bonjour, je serais un peu moins nuancé qu'Ibou Diouf l'a fait, d'arrêter nettement les investissements dans les grands projets d'infrastructure, mais peut-être de redimensionner les ouvrages à réaliser pour réduire le déficit infrastructurel en réduisant les investissements et investir massivement sur la gestion du patrimoine. Mais encore une autre intervention de Ryan Rilad. Bonjour, ce n'est pas vraiment la question, mais une constatation. L'Afrique est certainement le noyau clé de l'avenir mondial, un grenier futur. Pour cela, il faut que les gouvernants africains doivent motiver les Africains en diaspora à revenir et mettre leur capacité, leur savoir et leur avoir au service de l'Afrique. Une autosuffisance est la réponse pour sortir de cette crise économique en finançant les classes moyennes qui pourront relancer l'économie. On voit que le Covid-19 a remis les choses en place et pour la première fois, la pandémie a moins touché l'Afrique. Voilà quelques témoignages, je trouve extrêmement intéressants, complémentaires bien évidemment des conversations et qui permettent, avec finalement ces animations aujourd'hui et l'usage de l'Internet, de souhaiter bien évidemment pouvoir donner la parole au plus grand nombre de panélistes. Je vais demander à chacun l'un après l'autre de pouvoir conclure cette très belle rencontre et à la fin, je vous donnerai rendez-vous pour 2 autres rencontres qui sont d'ores et déjà programmées par e-conférence. Mehdi, si tu veux, suite à ces échanges, voir un tout petit peu la conclusion, les perspectives d'avenir que cette situation post-Covid nous permet d'avoir en 2 minutes, s'il te plaît. Oui,
Merci Marc, hein, merci d'avoir apporté effectivement tous ces commentaires-là. Je pense que dans l'esprit du plan un petit peu qu'on a déroulé au cours de ce panel, ce qu'il faut garder en tête néanmoins, c'est qu'on n'est pas encore totalement sorti de la pandémie. Donc on a eu des gouvernements qui ont répondu de manière, on va dire, extrêmement pertinente, globalement dans leur grande majorité. Donc on était un peu dans ce qu'on appelle la phase de respond. Maintenant, il faut avoir la capacité à recouvrer un peu d'élan. Et en essayant de ménager et de sauver l'emploi. Donc, on a cette logique un petit peu de recover, hein, de recouvrir un petit peu d'énergie et de faire en sorte que le dommage au tissu social, au tissu économique soit le moins sévère possible avant de retrouver, on espère, un petit peu c'est des débats sur la courbe en V, de retrouver, on va dire, une croissance forte qu'après les prévisionnistes se chamaillent encore sur est-ce que ce sera 2021 ou 2022, mais en tout état de cause, c'est ce qu'on espère. On espère qu'on sera sur une reprise et qui plus est un peu plus vigoureuse pour le continent africain. Maintenant, ça, c'est sur juste, on va dire, sur des schémas un petit peu classiques. Maintenant, remettre un sujet, comme tu le cites, Marc, sur les priorités digitales et éducation sociale, mais pas nécessairement, parce que quand on dit effectivement le transport, il faut quand même rappeler que le transport, il y a quand même la logique de port. Et typiquement, hein, pour dire les choses, et que ce n'est pas la même logique et quand on parle de route, pouvoir raccorder, que ce soit l'Interland, quand il s'agit effectivement d'un certain nombre de pays qui n'ont pas de façade maritime ou qui sont en fait enclavés, ou que ce soit par rapport à des exploitations agricoles ou minières qui ont besoin d'utiliser des routes pour pouvoir exporter leurs marchandises, on ne peut pas nécessairement considérer que le télétravail résoudra, entre guillemets, l'absence de besoin d'infrastructures de transport totalement. Donc, il faut être un peu plus nuancé naturellement sur ce sujet-là. Donc, l'exercice de gestion des priorités et de sa cohérence avec les stratégies de développement est un exercice de mise à jour collectif, aussi bien avec les directions du budget et du trésor, les organismes bilatéraux et les populations, dans un exercice finalement d'échange et de communication, qui doit être refait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme acquis. Moi, c'est un petit peu le message que je veux donner. Ne partons pas tous collectivement avec des certitudes. Je pense que ce serait une erreur. Je pense que l'occasion de cette pandémie a donné l'opportunité de repenser certaines choses, de repenser les éléments, et vous l'avez cité en introduction, repenser la solidarité. Je vais revenir rapidement sur ce que vous avez cité tout à l'heure, les sujets de fraude fiscale, notamment, en tout cas, peu importe d'où est-ce qu'elles émanent, qu'elles émanent de multinationales ou qu'elles émanent juste, on va dire, de la population dans l'informel. Je pense que c'est également l'occasion de pouvoir inscrire une intégration, une inclusion financière et fiscale plus rapide qu'il avait été imaginé. Il n'est pas concevable, moi, de mon point de vue, qu'on puisse demain mettre en place des amortisseurs sociaux importants, mais qu'en même temps, les gens refusent le geste fiscal et la contribution. Alors certes, dans des proportions qui doivent rester modestes, mais on ne peut pas imaginer de la solidarité totale sans imaginer un petit peu aussi une contribution fiscale. Donc je pense que cet épisode doit permettre aux gens effectivement d'imaginer que demain, si on leur demande une contribution également fiscale, celle-ci doit s'inscrire. Et c'est uniquement à travers l'intégralité de ces réformes que finalement, on peut avoir à ce moment-là des ambitions en termes d'infrastructures qui soient encore plus importantes que celles qu'on a définies comme prioritaires à court terme. Donc pour moi, c'est cette équation, elle est totale. Elle inclut du digital, incontestablement. Elle inclut une plus grande inclusion financière et fiscale. Elle inclut des nouveaux outils de financement innovants, y compris aux faveurs des PME et TPE qui vont être particulièrement sinistrés à travers on va dire, la crise économique que nous allons connaître. Et naturellement, l'effort de privilégier les infrastructures clés au service du développement économique doit rester important, et parce que effectivement, comme lors de la crise de 29 et on va dire le New Deal de John Roosevelt et autres, il faut naturellement pouvoir puiser, au moins pour partie à travers les grands travaux, cet effort de relance économique. Merci Mehdi, docteur. Merci beaucoup. Avant de conclure, là, j'aimerais quand même faire un petit mot sur la réaction de M. Kwasi tout à l'heure, parce que le Premier ministre m'avait demandé de coordonner un peu la contribution des bailleurs de fonds, des partenaires au développement, pour voir comment ils peuvent contribuer à la lutte contre le Covid-19. Et nous avons eu effectivement cette discussion claire entre nous. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là l'idée est venue quand même de reconsidérer un certain nombre de projets en cours, de les restructurer, de voir quelles sont les activités qu'on peut décaler dans le temps, pas annuler, décaler dans le temps et prendre ces ressources-là pour résoudre un besoin pressant. Parce que de toute façon, quand on fait un projet, on fait une analyse économique financière.
Par conséquent, là, nous avons un élément concret, immédiat, qu'il faut résoudre pour pouvoir, je dirais, où la pertinence est évidente. Dans ce cas précis, nous avons donc décidé de restructurer les projets de tous les bailleurs de fonds, de dégager des fonds nécessaires pour lutter contre le Covid-19. En ce qui concerne l'appui budgétaire, et c'est là aussi qu'il faudra regarder, je dirais que ce n'est pas un appui budgétaire classique qu'on peut utiliser à des fins non connues, c'était un appui budgétaire qui nous permet de résoudre un problème spécifique, qui est donc la lutte contre le Covid-19. C'est ainsi que nous avons donc opéré au niveau de la Côte d'Ivoire et nous sommes sûrs et certains, après avoir, à la sortie de cette crise-là, nous allons reprendre je dirais, notre marche normale dans le temps. Donc, pour conclure, je dirais que quelqu'un disait le petit machin est venu bouleverser le monde entier. Que ce soit des pays développés ou développés, aujourd'hui, ce petit machin-là est venu nous rappeler que dans toutes les situations, il faut penser à l'homme. Il faut penser comment le secteur, la santé, je dirais des Ivoiriens, mais de manière générale, la santé des hommes. Je crois que c'est une leçon à retirer et que nous-mêmes, dans nos secteurs respectifs, il faut qu'on puisse reconnaître qu'il est important qu'on puisse développer, je dirais, le capital humain. C'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire a donc décidé d'investir autant, non seulement pour résoudre ce problème avec, je vous disais, 95,9 milliards, mais également de mettre en place un programme de relance économique à hauteur de 1 700 milliards de francs CFA qui va permettre donc de supporter l'ensemble des acteurs de la chaîne de production pour que nous puissions ressortir de là. Je retiens que cette crise aussi a montré qu'on peut quand même très rapidement réagir en interne dans les différents pays. Les initiatives qui ont été prises de part et d'autre dans la construction d'infrastructures qui peuvent servir demain dans le secteur de la santé, mais également dans la vie quotidienne. Cette solidarité que j'ai vue en Côte d'Ivoire où chaque jour, que ce soit les individus, les sociétés, l'État de Côte d'Ivoire, met ensemble un certain nombre de ressources pour aider les gens les plus démunis, les gens qui sont plus impactés. Et ça, je pense que c'est quelque chose à partager. Ce n'est pas ce que j'ai vu aux États-Unis ici, hein. En tout cas, moi, je pense que c'est une leçon à partager. L'Afrique doit garder ce côté social-là pour pouvoir résoudre, aller aider l'autre. Et je dirais qu'aujourd'hui aussi que cette crise nous oblige à faire les choses autrement. Nous avons vu aujourd'hui qu'on est en train de discuter par visioconférence. Cette pratique va s'accroître. D'ailleurs, d'ici, je travaille avec le cabinet du Premier ministre régulièrement. J'assiste aux négociations des projets de la banque. Et aujourd'hui, nous avons donc, dans le conseil d'administration d'une société, changer les statuts pour prendre en compte la discussion, la participation par vidéoconférence. Ça veut dire que les choses vont changer. Les choses vont nous permettre aujourd'hui peut-être de résoudre un problème du secteur des transports en ce qui concerne la mobilité. Vous savez qu'avec ça, si certaines entreprises acceptent de travailler à distance, on va réduire peut-être l'encombrement de nos voies et permettre à ce que l'économie urbaine qu'on recherche tant puisse effectivement se faire avec ça. Donc, c'est la leçon que je tire et je souhaite qu'on en sorte et qu'on reste mobilisé pour observer les mesures de distanciation, de barrières pour que cette pandémie puisse partir. Et je dirais, pour une fois, le secteur des transports également aussi est fautif, puisque effectivement, c'est par le transport que la maladie s'est propagée dans le monde entier. Merci beaucoup. Ibou, merci docteur. Ibou.
Merci beaucoup Marc et merci tout le monde. Avant de conclure, je saisis cette opportunité pour saluer Nguessan et Ibrahima Mané. Oui, je pense que le débat de ce matin, comme tu l'as dit durant la conclusion, c'est que c'était opportun, mais c'était également assez utile d'échanger et de partager des vues. J'ai entendu le commentaire d'un des intervenants ou des participants qui a réagi en disant on ne devrait pas faire une pause et que tu disais est-ce que la relance des économies ne passerait pas par les grandes infrastructures. C'est vrai qu'on peut avoir une perception un peu mitigée. Je n'ai pas dit d'arrêter l'investissement dans les grandes infrastructures. J'ai dit de faire une pause. Et c'est le mot est choisi volontairement. Quand on joue sur un magnétoscope, il y a la pause et il y a le stop. Ici, j'ai dit pause. Et la pause va s'imposer, qu'on le veuille ou non. Elle va s'imposer pour plusieurs raisons. La pause s'impose parce que tout à l'heure, Nguessan a donné un exemple, et c'est valable pour l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Il y a eu une demande des États de réattribuer leur allocation nationale au titre de leur éligibilité au prêt pour accompagner la crise sanitaire et économique. Donc, les enveloppes disponibles pour le secteur des infrastructures, pour une bonne partie, ont été transférées à la réponse à cette crise sanitaire et économique. Donc, l'apport des partenaires pour cette année-là va être limité. Elle va s'imposer parce que du côté de l'État, le budget de l'État ne peut pas être exécuté tel qu'il était prévu. Il y a une réorientation des investissements pour apporter cette réponse justement à la crise. Elle va s'imposer aussi parce qu'on vient de le voir, les IDE, la contraction des investissements directs étrangers sera au moins de l'ordre de 37 à 40%. Et les gens seront les investisseurs seront dans une phase d'observation. Avec ces trois éléments réunis, est-ce qu'on doit juste croiser les bras et continuer à chercher de l'argent qu'on ne trouvera pas pendant cette courte période? Non. Il faut avoir j'allais dire, une intelligence sociale pour au moins accompagner les secteurs sociaux. Tu as parlé tout à l'heure, Marc, de l'habitat social. C'est une niche et c'est une obligation. On a parlé de la libération de certaines emprises, de certains sièges. C'est également une opportunité pour développer l'emploi social. Et là, je voudrais reprendre un peu ce que disait Siloué en citant le président ghanéen. Le président ghanéen disait, we know how to bring back economy to life, but we don't know how to bring back life for people. Ça, c'est important. Il faut qu'on se rende compte que la crise n'est pas encore achevée, elle n'est pas encore derrière nous, elle est encore là. Il faut donc que les réponses pour la protection des personnes et des vies continuent à être soutenues. Et ça va nécessiter des ressources. Mais en même temps, il faut être optimiste. Il faut être optimiste parce que la nouvelle façon de faire les choses, elle ne sera plus comme avant. Et comment devrons-nous tirer les opportunités de cette nouvelle façon de faire? Et c'est là où je suis d'accord avec Mehdi. Le secteur des transports ne va pas être bouleversé radicalement. Il y aura quand même encore de la mobilité physique dans les villes pour soutenir l'économie urbaine, c'est-à-dire pour les approvisionnements. Il y aura un besoin de repenser nos chaînes logistiques pour qu'elles soient plus résilientes dans la chaîne d'approvisionnement des pays. Et ça, ce sont des opportunités d'investissement et ne sont pas aussi lourdes qu'un investissement massif de chemin de fer ou d'autoroute. Il peut s'agir dans une phase transitoire de développer des entrepôts, de développer donc, disons, du téléapprovisionnement avec le dernier maillon donc, de livraison. Ça, c'est un élément. Enfin, le dernier élément que je voudrais que je vois comme opportunité, c'est le fait qu'avec une certaine tentation au retour à du protectionnisme, l'Afrique a aussi ici une opportunité pour réfléchir par elle-même et de se dire, en fin de compte, chacun réfléchit pour soi.
quel est le mécanisme de solidarité qui s'est déclenché à travers cette crise avec un élan global d'appel pour le désendettement, ça peut aussi être transformé en un élan global de plus d'intégration économique, de moins de barrières politiques et économiques entre les États, donc de plus grandes opportunités pour réaliser des investissements massifs dont l'Afrique a besoin pour s'intégrer physiquement. Merci beaucoup. Merci, Ibou. Je vais maintenant conclure. J'avais envie de dire que cette situation post-Covid, l'animateur que je suis pour e-conférence du Forum africain des infrastructures, on vient de la vivre en direct. Vous savez qu'habituellement, je suis le maître des horloges. Je finis toujours à l'heure. Et pourquoi? Tout simplement parce que, mon cher docteur ou mon cher Ibou, j'ai un avion à prendre. Mais là, je n'en ai pas à prendre parce que la crise nous permet de travailler de chez nous. Ça va changer fondamentalement les choses. J'ai même énormément d'espoir pour le continent africain. Je vais prendre qu'un exemple du club PPP MENAFRIQUE. Je faisais 4 rencontres par an. J'ai pris la décision d'en faire une tous les mois avec des ministres. Et pour les investissements directs étrangers, s'il n'y a pas besoin de faire 4 allers-retours en avion pour commencer à dialoguer, ouvrir les portes d'une négociation commerciale ou politique pour des investissements, avant de venir signer un contrat, les entreprises qui vont mal en Europe à cause de cette crise vont peut-être avoir moins peur de l'Afrique parce qu'il n'y aura pas besoin de mettre 50 000 € de recherche et développement avant d'avoir envie de donner envie d'Afrique. Et je pense qu'il y a là une opportunité phénoménale. Mehdi, j'ai noté, mais tu l'as dit toi-même très bien, Ibou, il y a la nécessité de faire une pause. De toute façon, la pause, on doit la faire face à l'ensemble des budgets qui étaient prévus. Ça a été rappelé très bien tout à l'heure. Ce sont des budgets des États et qui sont votés par les parlements. La réalité aujourd'hui, c'est qu'ils vont tous devoir être revus à l'aune de cette pause économique, sanitaire et financière qui va devoir nous dire il faut repenser les choses, où sont les priorités. Bien évidemment, ça a été redit fortement, la priorité, c'est les hommes. C'est d'abord d'apporter à nos populations les services nécessaires. Mais je crois que cette prise de conscience, cette pause qui nous est imposée par ce petit machin, comme tu disais tout à l'heure, docteur, c'est aujourd'hui une opportunité de redémarrer les compteurs à zéro et c'est formidable. Donc je tenais d'abord en votre nom à tous à féliciter e-conférence, à féliciter Soukaina, Youssef, Khadija et In de la préparation de cela et vous donner un rendez-vous parce que Mehdi, tu as évoqué tout à l'heure que oui, les ports, eux, ils ont besoin de continuer d'exister. Alors notez d'ores et déjà que le Forum Africa des ports est prévu par e-conférence en novembre 2020 à Djibouti et que j'espère moi-même, alors si je peux y aller, je m'en réjouirai, mais de toute façon, je serai présent en février 2021 pour le Forum africain des infrastructures auquel je suis présent chaque année, qui aura lieu en 2021 à Yaoundé. Voilà des dates qui nous donnent l'occasion de nous revoir, mais il est évident que les réseaux sociaux et les visioconférences par Zoom d'ici là nous permettront aussi de rester en contact, de faire le point dans 1 mois et demi après des confinements et début de reprise pour voir quelles sont les grandes orientations des pays et puis la nécessité de faire du benchmarking d'un pays à l'autre. Merci à tous. Très bonne journée, et faites bien attention à vous tous. Au revoir et merci. Donc, à mon tour, je remercie nos chers panélistes pour la qualité des échanges. Merci encore à tous les participants pour leurs interventions. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique et de nouveaux intervenants. Et merci encore et bonne fin de journée. Merci et bravo à e-conférence pour cette organisation. Au revoir, merci à vous. Merci à vous. Merci Soukaina. Merci Youssef. Allez, j'ai quitté. Allez, merci beaucoup. Bye bye.